Bienvenue à ce webinaire. Bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints et surtout de bonne heure ce matin. J'espère que tout le monde a eu le temps de prendre son petit café. Alors, le temps que tout le monde soit pleinement réveillé, voilà, je vais vous passer en revue le programme d'aujourd'hui. Donc, je suis Ève Benassi, directrice commerciale de chez TestWe. Nous avons prévu de passer une petite heure ensemble. Et l'objectif de ce webinaire, c'est de vous faire découvrir comment les derniers développements de la plateforme d'examen en ligne TestWe peuvent transformer le processus des examens en ligne, grâce notamment à l'utilisation de ChatGPT. Alors, si elle pose question, l'arrivée des IA génératives dans le cadre des examens en ligne peut également être source d'opportunités. Alors, petit rappel donc pour ceux ou celles qui ne connaissent pas encore TestWe, les institutions qui nous utilisent font appel à nous quand elles sont ennuyées par des problèmes de triche et ou de logistique lors de leurs examens en ligne. Et voilà, nous les aidons bien entendu à résoudre ces problèmes. Donc naturellement, vous aurez des questions pour nous et vous pourrez nous en faire part dans le chat et on pourra y répondre donc en fin de session. Et alors, pour coller au mieux à vos attentes, il y aura un petit partage d'expérience qui est prévu juste avant la démo. Donc ensuite, on passera à la démo du prototype qui vous intéresse tous, proposé donc par Cédric Dejaclo, qui est le CTO de TestWe. Puis notre invité expert, donc Monsieur Philippe Wagner, qui est le directeur des études et des programmes de l'EMLV, vous fera son retour d'expérience sur l'utilisation donc du prototype intégrant ChatGPT. Et puis nous passerons donc à la traditionnelle session des questions et des réponses, avant de vous laisser reprendre vos activités normales. Donc, ce que je vous propose, voilà, c'est un petit retour d'expérience, petit partage d'expérience, avant qu'on démarre. Donc, est-ce que tout le monde a bien son micro ouvert? Est-ce que vous pouvez communiquer avec nous? Je n'entends personne pour le moment. Oui, c'est possible, oui. Oui, ok, super, on va dire que c'est bon. Alors, vous voyez les images qui vous inspirent peut-être ce matin. En fait, on est parti du constat que les professeurs qui utilisent la plateforme TestWe régulièrement nous confient que le temps qu'ils consacrent, eux, à la création des sujets d'examen, donc notamment créer les questions, inventer des distracteurs, et aussi le temps qu'ils vont passer à la correction des examens, surtout pour les questions ouvertes, les dissertations, les cas pratiques, c'est constitué à 70% de tâches répétitives et chronophages. Donc, on aimerait avoir ce matin un petit retour de votre part. Est-ce que ce sont des sujets que vous rencontrez? Est-ce que vous avez identifié ces problèmes-là dans vos institutions? Est-ce qu'il y a des professeurs déjà parmi nous ce matin? Oui, moi, bonjour, Mathieu Verger, je suis enseignant à Paris Panthéon-Assas, maître de conférence. Et alors, pour la constitution des sujets, ça me semble pas si répétitif que cela, mais en tout cas, pour les corrections, je partage complètement le constat. Très bien, merci beaucoup pour ce partage. Autre chose, est-ce qu'il y a d'autres professeurs qui veulent s'exprimer sur le sujet? Ça vous prend combien de temps, en général, de créer un QCM, par exemple? Ça dépend véritablement du nombre de questions que l'on pose. Sur un QCM de 20 questions, par exemple, c'est une demi-journée, et pour 40 questions, c'est à peu près une journée entière. Oui, c'est absolument ce qu'on a constaté parmi les professeurs qui nous ont confié ces informations. Est-ce que d'autres personnes ce matin souhaitent partager leur expérience, soit au niveau de la création des épreuves, ou que ce soit au niveau de la correction, le temps que ça peut vous prendre? Bonjour, c'est Salma Chafik. Moi, je suis enseignante à HEM à Casablanca au Maroc.
Et Bonjour. en effet, c'est vraiment une problématique aussi pour nous, surtout au niveau de la correction. En tant que professeure permanente à HM, j'ai également d'autres activités à faire, pas uniquement l'enseignement. Donc, ce qui fait des fois, je tarde vraiment à rendre les notes. Ça peut me prendre 2, 3 jours, jusqu'à une semaine pour faire les corrections des examens, surtout quand on a plus d'une centaine d'étudiants au niveau de la promotion. Et pour justement établir les examens, souvent, ce n'est pas des QCM que nous avons. Donc, pour trouver un sujet intéressant, les questions qui vont avec, être reliées au programme qui a été fait, aux cours qui ont été faits. Donc, c'est vrai que ça nous prend énormément de temps pour faire cela. Merci, Madame Shafik, pour ce partage. Mais oui, et c'est quoi l'impact pour vous? L'impact réellement en tant que déjà en tant qu'enseignante, c'est qu'à la fin, je me retrouve toujours avec du boulot à ramener à la maison. Donc, ça finit jamais. Les week-ends à corriger les copies. Donc, ça vraiment, ça piétine beaucoup sur notre vie personnelle très souvent pour pouvoir faire tout ce qu'on a à faire en plus de l'enseignement et de la correction des examens et les examens, vu qu'on a déjà 2 gros examens par semestre, ce qu'on appelle nous les intras et les examens finaux qui concerne toute la promotion, en plus de tout ce qui est contrôle continu qu'on arrive à faire. Donc, c'est vrai que ça prend énormément de temps. Voilà. Ce sont des choses qu'on nous remonte régulièrement, effectivement. Et si vous pouviez le résoudre, qu'est-ce que ça vous permettrait de faire? On donnerait peut-être plus de temps à faire des cas pratiques avec les étudiants et à pouvoir aussi gérer d'autres aspects de la vie estudiantine que nous avons, pas uniquement les examens. Parce que c'est vrai que c'est important, que ça permet d'évaluer les étudiants, mais en même temps, il y a d'autres activités qu'ils préfèrent déjà les étudiants faire, donc mettre en pratique tout ce qu'on leur enseigne, surtout que c'est de l'enseignement supérieur. Je suis enseignante de marketing, donc ils aimeraient bien voir tout ce qu'on fait en pratique au lieu de le faire en examen écrit ou oral très souvent. Donc là, ça permettrait d'avoir des projets, de travailler sur autre chose, d'innover au niveau de tout ce qui est enseignement justement et parce que je me charge également de tout ce qui est activité développement personnel au sein de l'école. Et là, ça me permettrait d'avoir beaucoup plus de temps à trouver d'autres activités à faire à ce niveau-là. Merci beaucoup pour ce Avec plaisir. partage, Madame Shafik. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer sur le sujet? Plus personne? Bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup en tout cas. Si vous le voulez bien, donc on va continuer. Je vais passer la main donc à Cédric de Jaclot pour qu'il puisse vous faire une démonstration donc du prototype qui a été mis en place intégrant ChatGPT dans le processus de l'examen. Donc Cédric, c'est à toi. Oui, bonjour. Donc effectivement, à TestWe, on travaille depuis quelques mois à un prototype qui va être axé sur l'usage de ces technologies et alors spécifiquement de ChatGPT pour le moment. Hein, on est toujours en veille pour tout ce qui sort dans le domaine. Donc, on a choisi de faire un prototype plutôt que d'introduire directement dans notre produit des nouvelles fonctionnalités pour différentes raisons. D'une part, évidemment, pour être capable d'itérer plus rapidement, de tester des choses plus simplement que si on allait directement dedans, mais surtout parce qu'on a réalisé très vite que les défis autour de ces technologies, ils sont quand même d'abord en termes d'usage par les enseignants, par les correcteurs, plus qu'en termes purement de capacité technique. Je veux dire, voilà, s'intégrer avec un outil comme ChatGPT, d'un point de vue technique, c'est un peu complexe, mais ça se fait quand même assez bien. La vraie difficulté, c'est de trouver les bonnes fonctionnalités qui vont permettre aux enseignants de gagner du temps tout en ayant un usage quand même assez sécurisé de ChatGPT ou technologies équivalentes, hein, parce que évidemment, quand on travaille là-dessus, on voit vite enfin, à la fois le potentiel très fort de ces outils, mais également les écueils potentiels sur son usage. Donc, du coup, on a décidé de faire ce prototype, l'idée étant de pouvoir également le faire tester en dehors de TestWe par
des vrais enseignants dans des écoles partenaires avec nous, mais du coup des gens qui auront choisi de faire partie d'un prototype avec qui on les aura briefés sur le fait que c'est un prototype, que c'est vraiment à l'essai, qu'il faut faire un petit peu attention là-dessus. Et donc pour nous d'avoir des retours d'expérience dès le début, concrets sur qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui marche un peu moins bien, qu'est-ce qui est fiable ou pas assez fiable. Voilà, donc tout ce que je vais vous montrer du coup aujourd'hui, ça ne fait pas partie du produit standard de TestWe, c'est vraiment dans l'idée avec des partenaires dans le milieu de l'éducation qui sont volontaires pour participer à ça, de tester en avant-première des possibilités, sachant que du coup, il y en a certainement une partie qu'on va intégrer dans notre produit quand on y sera prêt, et puis peut-être des idées qui seront abandonnées parce que voilà, on aura essayé et on en aura conclu que finalement, c'était une bonne idée sur le papier, mais ce n'est pas si utile ou ainsi de suite. Voilà, donc du coup, je vais vous partager mon écran. Donc normalement, vous devez tous voir mon écran à partir de maintenant. Donc là, je suis sur la page d'accueil de notre prototype. Alors, il n'est pas très, très joli. Je m'excuse, ce n'était pas l'objectif principal du prototype d'être joli. Mais il permet donc de tester essentiellement 3 catégories de fonctionnalités. Donc, je vais vous présenter les 2 les plus intéressantes. La génération de questions avec différents paramétrages. Donc, ça, je vais passer un moment dessus. Alors, l'importation de questions, je ne vais pas vous en faire la démonstration parce que c'est beaucoup plus basique. En gros, c'est un système pour extraire des questions de texte libre d'archives au format Word ou PDF pour les intégrer dans notre système. Voilà, donc c'est très pratique, mais c'est quand même moins intéressant comme usage de ChatGPT. Et enfin, l'assistance à la correction. Alors, bon, corriger des examens, peut-être le libellé est un petit peu ambitieux. On est quand même vraiment sur de l'assistance à la correction. Mais donc, je terminerai ma démo par ça. Je rajouterai un petit point. Je ne sais pas lesquels d'entre vous ont déjà essayé ChatGPT, y compris simplement avec le système de chat. Mais du coup, si vous l'avez fait, vous savez bien qu'il y a 2 versions, la 3 et la 4. La 4 qui est en accès payant d'ailleurs. Notre prototype peut fonctionner avec les 2. Et une des choses que nous avons étudiées, c'est la plus-value du 4. Donc voilà, j'en parlerai aussi un petit peu lors de ma démo. Donc, je vais commencer par vous montrer un premier exemple de génération de questions. Donc tout ça, c'est des exemples que j'ai générés hier soir, simplement parce que la génération de questions, ça prend 2, 3, 4 minutes. Donc c'est à la fois assez rapide pour ce que ça fait. Dans un webinaire, c'est quand même lent. Donc je me suis permis de pré-générer les résultats. Voilà. Donc, sur un premier exemple, je vais être sur la génération de questions à partir d'un contenu qui est fourni par l'utilisateur. Donc, en l'occurrence, j'ai utilisé l'article du Monde d'hier soir sur la carrière de Silvio Berlusconi, puisque, comme vous le savez certainement tous, il est mort hier. Donc, j'ai simplement enregistré l'article du Monde en PDF et je l'ai chargé dans notre outil. Donc, ici, vous avez le texte brut. Ensuite, j'avais quelques réglages à mettre en place. Donc, je lui ai demandé de générer des QCM, enfin des QCU même au sens strict, d'en générer 30, de mettre un nombre de réponses par question, un niveau de difficulté à cibler et une langue, sachant que comme ChatGPT est fondamentalement multilingue, le texte source n'a pas vraiment besoin d'être dans la même langue que les questions qu'on souhaite générer. J'ai fait tourner le modèle et au bout de 2-3 minutes, il m'a généré ces questions. Donc là, on est sur ChatGPT 3. Donc, globalement, on va être sur des questions qui sont à la fois assez basiques de manière générale, mais qui sont directement tirées de l'article, pour lequel, sur chaque question qu'il m'a générée, il m'indique dans le texte de l'article sur quoi il a basé sa question. Donc, accessoirement, ça permet de valider qu'il n'a pas fait d'erreur, parce que voilà, ça arrive que ChatGPT fasse des erreurs. Et dans un souci, j'ai envie de dire, de responsabilisation de l'utilisation de ChatGPT, ce qu'on fait dans ce prototype, c'est que par défaut, toutes les questions sont désélectionnées et ça va vraiment être à l'enseignant, comme je suis en train de le faire là, de choisir les questions qu'il souhaite intégrer dans son examen après avoir validé que la question, d'une part, lui semble correcte et d'autre part, lui semble intéressante. Sachant que potentiellement,
évidemment, s'il a envie d'ajuster quelque chose, il va pouvoir le faire. Voilà, donc ça, je ne vous montrerai pas la fin de la démo qui serait de l'insérer dans notre outil de passage d'examen en ligne, puisqu'à ce stade-là, on n'est plus sur du ChatGPT, on est sur du passage d'examen standard. Mais voilà, sachez qu'aujourd'hui, si vous êtes client TestWheel et vous avez accès au prototype, une fois que vous avez sélectionné les questions qui vous intéressent, vous appuyez sur un bouton à la fin et ça va directement dans un examen sur notre plateforme que vous pouvez faire passer à vos étudiants. Voilà, donc du coup, je ne vais pas forcément passer en revue toutes les questions qu'il a générées, mais comme vous pouvez le voir, je lui en avais demandé 30, il m'en a fait 30, il les a répartis sur le contenu de l'article. Et là, on est sur un usage qui est globalement quand même vraiment fiable, puisqu'il va se tirer directement du contenu que vous lui avez donné et il va même indiquer du coup sur quoi il s'est basé. Donc, dans les cas où il fait des erreurs, c'est relativement facile à repérer. Donc ça, potentiellement, c'est quand même un gain de temps pour moi vraiment important, pas forcément pour un usage pour des concours ou pour des examens à fort enjeu, où je pense que la majorité des enseignants vont vouloir être quand même plus directifs que ça pour choisir leurs questions. Par contre, pour faire une évaluation de fin de TD sur est-ce que les étudiants ont compris le chapitre du cours ou un article de droit sur lequel ils ont travaillé ou ainsi de suite. Voilà, là, on est de l'ordre de quelques minutes de génération et peut-être, je ne sais pas, un quart d'heure ou 20 minutes de passage en revue et de sélection des questions. On n'est pas du tout sur les mêmes ordres de grandeur en termes de temps que ce qui avait été mentionné tout à l'heure. Là, vous avez exactement la même chose, mais générée par ChatGPT 4. Donc, ça prend un peu plus de temps puisque le 4 est un modèle plus puissant et un peu plus lourd. Donc là, on est peut-être à 4 minutes plutôt qu'à 2. Globalement, pour un usage comme celui-ci, les résultats sont quand même relativement équivalents. D'expérience, j'ai tendance à trouver les questions générées par le 4 un peu plus pertinente, un peu plus spécifique que ce que fait le 3. Mais pour un usage assez basique comme celui-ci, la différence n'est quand même pas extrêmement significative. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. Donc là, je vous ai démontré la génération de QCM. Je vais passer à d'autres générations de questions. Donc, si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à m'interrompre. Et sinon, je vais enchaîner avec la génération de questions libres. Très bien. Mais du coup, je vais enchaîner. Donc là, un petit peu sur le même modèle, je vais vous montrer de la génération donc, de questions libres. Par contre, j'ai choisi une source complètement différente. Cette fois, j'ai pris une thèse disponible sur l'utilisation de termes informatiques en français et en arabe importés de l'anglais. Hein. Il fallait bien un sujet. Et cette fois, je lui ai demandé de me proposer des exemples de questions en texte, de questions ouvertes. Donc là, vous pouvez voir qu'il m'en a généré un certain nombre et à chaque fois, il m'a donné un exemple de réponse attendue. Je pense qu'on attendrait une réponse plus conséquente que ça, mais ça donne quand même du coup une idée de à quoi il s'attendrait. Donc là, par rapport au QCM, je pense qu'on est beaucoup plus sur un modèle où il va falloir prendre chacun de ces exemples, de ces questions pour vraiment faire le tri. Ceci dit, ça permet pareil d'avoir extrêmement rapidement un nombre significatif d'idées, y compris sur un sujet qui est quand même plutôt compliqué. Donc là, on est sur une thèse quand même. Voilà. Donc, personnellement, je trouve qu'il s'en sort plutôt bien avec des suggestions qui sont globalement tout à fait pertinentes. Et évidemment, avec l'enseignant ayant le dernier mot et probablement, j'imagine, en ajustant un peu l'intitulé de la question, ça peut donner des idées qu'on n'aurait pas eues autrement. Voilà. Et puis par ailleurs, comme la dernière fois, ça c'est 3-4 minutes de génération en ayant juste chargé le PDF, pas plus, pas moins. Très bien. Alors, je vais enchaîner sur un autre mode de génération, si personne n'a de questions particulières sur la génération sur la base de contenu fourni par l'utilisateur. Donc, dans cet autre mode qui est peut-être un peu plus risqué à utiliser quand même. Là, on va parler de génération de questions sur la base des connaissances de ChatGPT. Donc là, vous ne venez pas avec votre contenu, vous ne venez pas avec un article ou ainsi de suite, vous venez simplement avec un thème. Donc, à titre d'exemple, j'ai mis la route de la soie, mais on pourrait choisir absolument n'importe quoi. Et du coup, vous allez demander à ChatGPT de vous proposer des questions sur ce thème-là. Et alors,
Pareil, il s'en sort globalement tout à fait bien. Simplement là, il faut être conscient que vous avez un risque d'erreur qui est plus élevé si votre thème est quelque chose, je dirais, d'un minimum obscur sur lequel il n'y a pas forcément suffisamment d'informations de bonne qualité sur Internet pour que ChatGPT ait une base de connaissances correcte sur le sujet concerné. Voilà, donc ça, c'est à utiliser avec un peu de discernement. Et comme toujours, en étant capable, évidemment, de valider les propositions ou pas. Ce serait très, très mauvaise idée d'utiliser ça sur un sujet que vous ne maîtrisez pas. Mais si vous maîtrisez le sujet sur lequel vous faites ces générations, pareil, ça vous donne quand même beaucoup d'idées très rapidement. Voilà, c'est quand même un vrai, vrai accélérateur. Voilà, sachant que du coup, la base de compétences de ChatGPT est quand même extrêmement large et dans un contexte d'éducation, j'aurais tendance à penser qu'à peu près tout ce qui est au programme, au moins de cours niveau licence, très large majorité, ChatGPT aura des informations pertinentes sur les sujets concernés. Après ça, quand on arrive sur des programmes beaucoup plus spécialisés, ça sera beaucoup moins vrai. Mais sur des programmes d'introduction, il y a quand même énormément de contenu de qualité correcte en ligne. Voilà, tout ça, encore une fois, à utiliser avec vérification. Enfin, je vais terminer la partie génération de questions de ma démonstration par montrer un dernier type de génération qui est peut-être un peu plus niche, qui est la génération de questions sur la base d'un examen existant. Donc là, l'idée, ça serait plutôt, on a par exemple déjà un QCM d'évaluation de l'année dernière et on souhaite en faire un nouveau pour que les questions ne se répètent pas trop. Donc en l'occurrence, on choisit un examen, donc dans notre cas, qui vient de notre plateforme TestWe. Donc là, vous avez un petit preview des questions qui ont été posées dans cet examen. Donc là, en l'occurrence, on est sur des questions de médecine, enfin spécifiquement sur l'usage de médicaments. Du coup, on va demander à ChatGPT de générer des nouvelles questions sur le même thème et avec un format et une difficulté à peu près comparables. Donc ça, c'est quand même un peu plus sélectif, hein, comment dire, c'est peut-être moins général comme cas d'utilisation que ce que je vous ai montré juste ici. Ça marche globalement bien à partir du moment où votre examen de référence est vraiment sur un thème clair et facile à identifier par ChatGPT. Sur la génération de questions, j'ai terminé. Donc pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sinon, je vais passer à l'assistance à la correction. Alors, je vais passer à l'assistance à la correction. Donc, l'assistance à la correction, un petit point, les deux démonstrations que je vais vous faire sont toutes les deux sur le même examen de test qu'on a fait chez nous. Malheureusement, les cas d'utilisation les plus intéressants sont sur des examens réels, mais que je peux évidemment pas vous montrer lors d'un webinaire public. Donc, l'assistance à la correction, ça va marcher comment? Vous choisissez un examen, vous choisissez une question, donc on va être en correction question par question. Là, on va avoir un rappel de l'intitulé de la question. Et ensuite, on va arriver sur ce petit tableau, une fois que ChatGPT a fait son calcul. Donc, pareil, on est de l'ordre de quelques minutes. Et là-dessus, on va voir à la fois la note donnée par l'enseignant, si évidemment il l'a déjà donnée, puisque on est sur l'assistance à la correction, il peut déjà avoir corrigé ou il peut être en train de le faire. Et on va avoir la note que ChatGPT propose. Alors, je précise que quand ChatGPT propose une note, il n'a pas accès à la note donnée par l'enseignant. Vraiment, on lui envoie l'intitulé de la question, on lui envoie les réponses des étudiants et c'est absolument tout. Il n'a pas d'autre contexte, il n'a pas les remarques de l'enseignant, il n'a pas les notes déjà données et ainsi de suite. Et très, très souvent, pourtant, les notes sont quand même extrêmement corrélées. Donc bon, là, c'est un examen de test, donc c'est moyennement parlant, mais sur beaucoup de questions qu'on a pu tester avec des clients, on est arrivé à peut-être 80% des réponses où la note de ChatGPT était à plus ou moins 10% de la note de l'enseignant. Donc c'est quand même assez fort comme corrélation, même presque assez étonnant. Donc évidemment, il peut y avoir des variabilités. Plus le sujet de l'examen est compliqué, plus ChatGPT va avoir du mal à donner des notes vraiment pertinentes. Parfois, l'enseignant va détecter des erreurs que ChatGPT n'a pas détectées. Hein, ça arrive aussi, bien sûr. Donc, il peut y avoir des écarts
Évidemment, il peut y avoir des écarts où clairement ChatGPT a mal évalué une réponse. N'empêche que dans l'ensemble, on est quand même sur quelque chose qui est vraiment assez fort. Ensuite, ChatGPT va faire plusieurs choses. D'une part, bon, alors là, c'est presque du détail. Il va être capable de faire une correction orthographique et grammaire pour surligner les erreurs qu'aurait fait l'étudiant. Ça, vous me direz que c'est quand même pas extrêmement novateur. Word le fait aussi, mais bon, du coup, c'est intégré dans une interface de correction. Et surtout, il va être capable de proposer des commentaires de différents types à ce qu'a fait l'étudiant. Donc, ça, c'est une liste ouverte qu'on pourra peut-être modifier. Mais donc, pour le moment, on lui demande de générer des points forts, des points faibles, des axes d'amélioration et des commentaires, sachant qu'il y a un peu de redite, évidemment, entre tous ces termes. Et ce qui est vraiment intéressant de mon point de vue, plus que la note qu'il va donner, c'est que si l'enseignant est d'accord avec un des commentaires, il a juste à appuyer sur un petit bouton et ça va directement ici dans ce champ commentaire qui est ce que l'étudiant verra sur sa copie. Et ça, pour moi, c'est la partie la plus intéressante de l'aide à la correction. Nous, on voit bien de façon empirique sur les différentes écoles qui sont clientes avec TestWe que globalement, il y a quand même assez peu de commentaires sur les copies des étudiants, ce qui est normal, hein, évidemment. Quand on a 200 copies à corriger, c'est difficile de mettre quelque chose de détaillé pour chaque étudiant. Et donc là, potentiellement, on va pouvoir et construire un commentaire assisté par ChatGPT beaucoup plus rapidement, sachant que bien sûr, en dehors du fait que je vais pouvoir insérer des phrases entières de ChatGPT dans mon commentaire, une fois que c'est fait, ça c'est jamais qu'un bloc de texte. Je peux évidemment éditer et personnaliser le commentaire que ChatGPT m'a généré. C'est pas à prendre ou à laisser. Et puis par ailleurs, de toute façon, ça devient ça devient le commentaire de l'enseignant. Donc, s'il n'est pas d'accord avec une formulation, il peut la changer. Mais voilà. Donc là, ce qu'on espère, c'est que ce cas d'usage permettra à des enseignants qui sont sur des grosses pressions en termes de temps de fournir des retours sensiblement plus détaillés à leurs étudiants que ce qu'ils peuvent faire sans assistance. Voilà, bon, je pourrais vous montrer d'autres exemples de commentaires. Je vous mentionnerai juste que là, on est sur du ChatGPT 3, donc je vais vous montrer le 4 juste après. Mais déjà là, vous avez souvent beaucoup de commentaires, j'ai envie de dire, de structure. En termes de clarté des arguments, de style, d'orthographe et ainsi de suite. Vous avez également des commentaires de fond, même si c'est, voilà, par exemple, celui-ci. Là, on est vraiment sur un commentaire sur le fond de la réponse. Et je vais vous montrer la même chose, et ça sera mon dernier point avec ChatGPT 4. Donc, c'est une autre question du même examen. Avec ChatGPT 4, globalement, on va voir des commentaires qui sont j'ai envie de dire, plus succinctes en général. ChatGPT 3 a tendance à être un peu verbeux et souvent davantage sur le fond. Par exemple, voilà, donc là, on était sur un examen de marketing. Sur les motivations d'un consommateur à acheter des produits. Et on voit bien dans les commentaires proposés par ChatGPT qu'il comprend tout à fait l'énoncé et qu'il propose des commentaires qui sont globalement tout à fait pertinents sur le fond de la réponse de l'étudiant. Voilà, du coup, j'ai fait le tour de notre produit. Ah oui, alors un dernier petit point. Tout à l'heure, je vous ai montré, enfin sur mon onglet précédent, je vous ai montré ChatGPT générant des notes numériques sur le même barème que l'enseignant. Donc, ça, c'était notre première version et ça a l'avantage de permettre une comparaison très facile avec ce que donnerait l'enseignant. Ça a peut-être le défaut de guider un peu trop l'enseignant qui doit quand même rester le responsable des notes qu'il donne à ses étudiants. Donc, on a également tenté une variante où on demande à ChatGPT de donner des lettres. L'idée étant que du coup, ça lui permet quand même d'avoir son avis, entre guillemets, sur la qualité d'une réponse, mais sans que ça soit un barème numérique, pour que du coup, ça soit vraiment l'enseignant qui soit chargé de mettre la note numérique, éventuellement en s'inspirant de ChatGPT, mais sans pouvoir simplement recopier ce qu'il a fait. Voilà, du coup, j'ai terminé ma démonstration. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sinon, je repasserai la main à Eve. Merci Cédric. Peut-être qu'on gardera les questions pour la petite session finale. Alors, je vais repartager.
Mon écran. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Je Oui. viens d'arriver, je n'ai pas reçu l'invitation avant il y a 2 minutes, donc du coup j'ai loupé tout le début. Donc je vais m'excuser pour mon retard, mais je ne sais pas si c'est nécessaire que je me connecte, vu que vous avez déjà parlé pendant 30 minutes. Merci, restez avec nous et puis vous pourrez toujours profiter de l'enregistrement qu'on vous fera parvenir. Ah d'accord, ok. Et je dois partir à 10 heures pour une surveillance d'examen. Très bien, on aura terminé. Merci. Et veuillez m'excuser, j'attendais de recevoir un lien et du coup, je me suis réinscrite avec une nouvelle adresse mail. Voilà, je Ben, me vous tais avez maintenant. bien fait. Merci, Madame Bergely. Alors, donc, merci Cédric pour la présentation. Donc, on va passer la main maintenant à Monsieur Philippe Wagner, qui est le directeur des programmes et des études de l'école ENLV et qui a donc participé à notre petit POC et qui a un retour d'expérience à vous présenter. Donc, Monsieur Wagner, Philippe, je vous laisse la parole. J'y suis, bonjour. Alors, directeur des programmes et des études de l'EMLV jusqu'en janvier dernier, je passe la main à mon collègue qui me succède, Cyril Blondet. Et j'ai eu l'occasion donc de travailler avec Testui depuis 3 ans maintenant, je crois, hein, nous sommes ensemble. C'est ça. L'idée de mon témoignage, c'était plutôt orienté sur pourquoi l'utilisation d'une plateforme d'examen en ligne. J'aimerais savoir parmi les participants quels sont celles et ceux qui utilisent une plateforme et quels sont celles et ceux qui ne l'utilisent pas encore. Est-ce que vous pouvez en avoir une idée, à votre avis? Alors, je vois que Madame Bergely veut parler. Ils peuvent répondre dans le chat, hein, dans la discussion. Alors, bien évidemment, travaillant avec vous depuis 3 ans, on a eu l'occasion d'expérimenter ce que vient de présenter Cédric et c'est excitant, c'est passionnant, ça fait partie des expérimentations que j'imagine toutes les écoles mènent aujourd'hui d'une façon ou d'une autre. Ils ont décidé de faire des travaux juste au moment où je parle, donc je vais essayer d'aller ailleurs pour éviter quand même que vous ayez ces bruits de marteau-piqueur. On est en train de formaliser des stratégies sur quelle est l'utilisation de ChatGPT et d'autres, que ce soit par les étudiants ou que ce soit par les professeurs, et l'expérience qu'on a menée avec vous en fait partie. Ceci dit, on n'est pas encore totalement prêt à parler de façon officielle sur la position de l'école à ce sujet. C'est pour ça que je préférerais me concentrer sur l'expérience que nous avons eue ensemble, pourquoi nous en sommes venus à une plateforme d'examen en ligne, et puis je répondrai, s'il y a des questions sur ce sujet, volontiers aux participants qui sont là. Ah, il semble qu'ils aient décidé, maintenant c'est le marteau, mais ça va être moins gênant. En fait, on est venu à une plateforme d'examen en ligne pour 2 raisons. La première, c'est la quantité de copies papier gérées par les scolarités au moment des examens, notamment des examens semestriels. Ce sont des copies à distribuer, il y a des compositions à récupérer, on fait des petits tas, on contacte les correcteurs pour leur transmettre. Ensuite, on est dans le noir ou le gris, ne sachant pas à quelle vitesse ils corrigent et on les récupère. Les ayant récupérés, les équipes se mettent à 2, une personne décachette la copie et la deuxième reporte la note. Et ça, c'est un travail qui prend dans une scolarité, lorsqu'on est avec des premières ou deuxièmes années, là où il y a des promotions les plus fortes, un temps fou à finalement faible valeur ajoutée avec un risque de perte de qualité dans les reports des notes, par exemple. Donc, contacté par Testui, vous avez été les premiers à nous contacter, à nous proposer cette opportunité. On a mené l'expérience avec des élèves de première année sur quelques cours pour voir comment ça allait se passer, comment ça allait être accepté. Et finalement, ça s'est bien passé. Bon, j'avoue que j'étais ouvert en me disant, si jamais ça ne marche pas, ben on arrêtera, tant pis, ou on continuera de la façon habituelle. En fait, ça a bien marché.
Ça marche d'autant mieux maintenant que la plateforme Testouille est celle utilisée pour le concours César pour les écrits. Donc, les élèves qui arrivent à l'EMLV, ils sont formés à l'utilisation de la plateforme Testouille. Et ça, c'est quand même un gros avantage aussi. Alors, ensuite, il a fallu l'implémenter. Donc, faire en sorte de former les professeurs pour qu'ils puissent fabriquer eux-mêmes leurs examens sur la plateforme. Bon, ça a été une petite montée en expérience. Il a fallu un semestre, en fait, le temps des examens semestriels. Et puis ensuite, chacun a pris son habitude. Et très vite, l'avantage très clair pour les professeurs qui est apparu, c'est qu'en fait, la plateforme est encapsulée dans un univers qui empêche toute connexion extérieure. Et ça, les risques de triche, les problèmes de triche, je crois qu'on joue aux gendarmes ou aux voleurs depuis des siècles et ce n'est pas fini. Donc, à partir du moment où la plateforme a été téléchargée sur l'ordinateur de l'élève et où l'examen a commencé, c'est-à-dire qu'elle est activée, l'élève n'a plus aucun accès autre à une quelconque application. Donc ça, c'est rassurant. La deuxième chose qui m'a rassuré et pour laquelle j'étais partant pour faire l'expérimentation, c'est le fait que l'examen a lieu en fait offline. Il n'est pas en permanence directe connecté à un serveur, c'est un examen où l'examen lui-même, le sujet est téléchargé sur la plateforme qui se trouve sur l'ordinateur de l'étudiant. Le top départ est donné, bien sûr, est programmé à l'ouverture de l'examen. Et c'est quand l'étudiant a fini de composer et que donc il fait envoyer que l'ensemble de sa composition va être adressé à la plateforme et sera récupéré. Ce qui veut dire que s'il y a une coupure Internet de communication pendant l'examen, voire même après, parce que la plateforme continue à essayer d'envoyer jusqu'au moment où il y parviendra, s'il y a une coupure, eh bien, en fait, c'est quand même sans douleur et je dois vous assurer que du côté d'une scolarité, c'est quand même très rassurant qu'on ne se trouve pas avec des étudiants handicapés en plein milieu d'un examen parce que leur connexion a disparu. Avec l'utilisation de la plateforme, dès que c'est terminé, l'ensemble des correcteurs reçoit un message fort gentil en disant « ça y est, les examens sont terminés pour ce qui vous concerne, vous pouvez passer à la correction ». Et là, je crois, côté correcteur, que c'est un grand plus parce qu'on peut corriger où que l'on soit. Autrefois, le paquet de copies qu'il fallait transporter chez soi pour les corriger et puis ramener, et ainsi de suite. Là, vous vous connectez, où que vous soyez, et vous corrigez vos examens. Ce qui fait que quand vous avez un moment ou quand vous avez décidé de consacrer une période de temps dans une période de la journée, vous pouvez vous y mettre immédiatement sans avoir à penser « Ah oui, mais il faut que j'apporte les examens avec moi, je les ai oubliés, et ainsi de suite. » Et ça, je crois que ça a été très, très apprécié aussi par les professeurs qui ont au départ joué le jeu de l'expérimentation, puis qui maintenant l'utilisent. C'est cette flexibilité dans la correction des examens. Vu du côté de la scolarité, gros avantage, c'est quand vous envoyez des copies ou quand vous échangez des copies pour qu'elles soient corrigées. Tant qu'elles ne sont pas revenues, c'est noir complet. Vous ne savez pas où en est la correction des examens. Là, il y a une possibilité de suivre le rythme de correction et sans être intrusif, au bout d'une semaine, quand rien n'a été fait, rappelez fort gentiment qu'il ne reste plus que quelques jours pour recevoir la correction d'examen, c'est-à-dire pouvoir télécharger les notes attribuées à ces examens. Voilà, on l'a systématisé pour les élèves de première et deuxième année parce qu'il y a quelques cohortes, mais il n'y a pas trop de programmes. Et puis, on envisage de faire peut-être davantage dans les années qui viennent. C'était un vrai changement. Je dois dire qu'au début, mon responsable scolarité était quand même un peu vent debout en disant « Philippe, tu te rends compte de ce qu'on va faire ?» Et puis, on a poussé, j'ai poussé un peu. Et in fine, je crois que les équipes en sont plutôt satisfaites de part et d'autre et ne voudraient pas revenir aux versions papier d'autrefois. Voilà.
Maintenant, si vous avez des questions pour celles et ceux qui n'ont pas encore goûté le plaisir d'une plateforme d'examen, que ce soit nos invités, ceux qui nous invitent aujourd'hui, TestWi ou d'autres, j'y répondrai volontiers pour vous faire part de notre expérience. Merci beaucoup, Monsieur Wagner, pour votre partage. Eh bien, justement, donc on va pouvoir passer à la partie des questions-réponses. Alors, vous pouvez ouvrir vos micros et nous pouvons, au fur et à mesure, bien sûr, prendre vos questions, donc qu'elles soient pour Cédric, notre CTO, comme pour Monsieur Wagner. Donc, voilà, allez-y, la parole est à vous. Si vous préférez vous exprimer via le chat, c'est aussi possible. Alors, qui sera le premier? Qui osera le premier poser sa question? C'est toujours le plus difficile. Bonjour, Mathieu Berger. Moi, je veux bien intervenir en premier. J'ai pas mal de questions, mais après, je veux pas monopoliser la parole non plus. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre au bout d'un moment. Euh, une question peut-être pour Cédric, c'est pour savoir sur quel type d'examen le ChatGPT a été utilisé. Est-ce que quand vous avez parlé des notes, des différences de notes qu'on pouvait comparer, c'était quoi le type d'examen? C'était des dissertations, c'était des QCM, c'était Alors, bon, des QCM, euh, j'imagine pas, parce que du coup, ce serait la mine, évidemment. non, effectivement, pour les QCM, on a une solution de correction automatique de QCM dans TestWi depuis longtemps. Il n'y a pas besoin, il y a pas besoin de ChatGPT pour ça. Non, donc effectivement, essentiellement uniquement sur des questions en texte libre. Après, on l'a testé à la fois sur des questions, j'ai envie de dire des réponses courtes de quelques lignes sur des questions assez précises de connaissance d'un concept du cours. Et on l'a testé sur des questions, on était plus proche de la dissertation. Alors, on ne l'a pas testé sur des dissertations longues, j'ai envie de dire. Je pense que, alors, on a dû le tester sur des questions à 400, 500 mots au maximum. Alors après, ça c'est nous en partenariat avec des écoles. Comme notre prototype est accessible du coup à quelques dizaines de testeurs chez des écoles partenaires, eux l'ont peut-être testé sur des questions plus longues, mais j'aurais pas de visibilité là-dessus. D'accord. Par exemple, vous ne En l'avez pas termes de… testé. Oui. Pardon? Vous ne l'avez pas testé sur des exercices. Moi, je suis enseignant en droit, donc on a des exercices assez pratiques, tels que le cas pratique. Ça, Ah si, là-dessus, si, vous si, tout l'avez. à fait, pardon. Alors, excusez-moi, quand je disais dissertation, je pensais en termes de longueur. En termes de type de réponse, on l'a testé sur un panel assez large. Voilà, il y avait à la fois des questions de connaissances, il y avait des questions de raisonnement, il y avait tout à fait des questions d'analyse de cas pratiques. Je préciserai juste qu'aujourd'hui, on a une limite dans le cadre du prototype, donc à voir si on peut la lever quand on intégrera la fonctionnalité dans notre produit. Qui est que si une question porte sur un média attaché à la question, on ne va pas être en mesure d'envoyer le contenu du média à ChatGPT. Donc, pour tout ce qui est image, bon, là, pour le moment, de toute façon, il n'y a pas le choix puisqu'il n'est pas capable de le gérer. Par contre, si on a, par exemple, un cas pratique en PDF, lui ne sera pas intégré et envoyé à ChatGPT. Bon, ça, c'est probablement une limite qu'on arrivera à lever. Mais aujourd'hui, c'est le cas. D'accord. Merci beaucoup. Alors, j'ai d'autres questions, mais je ne veux pas monopoliser la parole. Donc, si quelqu'un d'autre peut intervenir avant que je pose d'autres questions, je laisse la parole. Très bien. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions avant de repasser la parole à Monsieur Berger? Eh bien, écoutez, je crois que vous allez pouvoir continuer vos questions. Peut-être que ça permettra à d'autres participants de poser les leurs plus tard. D'accord. Alors, une question cette fois-ci pour Monsieur Wagner, peut-être, sur le retour d'expérience. Donc, j'étais très intéressé de voir que vous aviez utilisé ChatGPT et que vous en avez tiré des enseignements positifs. La question que je me pose, c'est quand vous dites que c'est offline, et donc l'étudiant télécharge le sujet, puis après compose et ensuite le retransmet par la suite. Comment vous procédez à la surveillance? Parce que nous, à Paris Panthéon-Assas, on l'a utilisé pour les étudiants qui sont en infocom, donc pas pour le droit. Et le problème qu'on a rencontré, c'est des problèmes de mauvaise utilisation par les étudiants du logiciel qui se retrouvent déconnectés, qui nous disent ça marche pas, et en fait la surveillance s'interrompt. Donc ça, comment vous arrivez à maintenir la surveillance et comment vous arrivez à faire face à ces difficultés qui ne sont pas liées nécessairement
à TestWe, mais au bon vouloir, entre guillemets, de l'étudiant. Parce que nous, à la fin, on s'est retrouvés à lui demander de faire un zoom et à le surveiller comme ça, mais sans aucune surveillance possible du contenu de l'ordinateur, ce qui était un petit peu gênant. Alors, quelques éléments de réponse. TestWe propose une solution de proctoring qui accompagne les examens, qui est mis en œuvre notamment dans le cadre du concours Sésame, puisqu'il se passe à travers toute la France et le monde entier. Pour ce qui nous concerne, les examens ont lieu en salle, sous surveillance, avec des surveillants, et les étudiants sont avec leur matériel. Sur 400 ou 500 étudiants dans un examen classique de première année, je dirais qu'on a toujours une dizaine d'étudiants, grand maximum, qui, même s'ils ont fait le test de la plateforme avant l'examen, se trouvent au dernier moment avec un problème d'informatique. Bon, généralement, c'est résolu avec les équipes support TestWe assez rapidement. On n'a jamais eu, in fine, d'étudiants qui ne pouvaient pas composer. Ou alors, ça a été des cas rarissimes. Et l'avantage, si vous voulez, du fait que ce ne soit pas connecté en permanence, c'est que il compose comme s'il était offline, en fait. Alors, je ne sais pas si je me suis bien exprimé, mais c'est comme si vous écriviez, vous êtes offline, vous êtes avec Word, vous tapez un document Word et vous l'envoyez au moment où c'est terminé. Sauf que là, vous êtes sur la plateforme de TestWe, vous répondez aux questions, alors des QCM, des questions ouvertes, des essais, des questions courtes, etc. Il y a tout un tas de questions possibles. Et au moment où vous avez terminé, vous faites terminer, envoyer, ou bien au moment où l'examen se termine, après, une fois que le délai est atteint, eh bien, automatiquement, la plateforme installée sur le PC, donc l'application TestWe sur le PC de l'étudiant, va envoyer la composition de l'étudiant. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si, ça répond à ma question. Oui, je vous remercie. Je peux peut-être compléter sur la partie surveillance. Je précise qu'on a une solution de surveillance qui est faite pour fonctionner même sans connexion Internet, c'est-à-dire donc là plutôt sur un usage hors salle, quand les candidats, les étudiants sont chez eux, où en fait notre mode de surveillance fonctionne par la prise de son et d'image, mais qui peut être stocké en local sur le PC de l'étudiant de façon sécurisée si jamais sa connexion Internet ne permet pas de les envoyer pendant l'examen. Auquel cas, à partir du moment où il aura récupéré une connexion Internet après l'examen, on les recevra, voilà, potentiellement avec un petit retard, mais on les recevra. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, est-ce que d'autres participants souhaitent s'exprimer, commenter ou simplement poser une question? Profitez que notre CTO est disponible et Monsieur Wagner qui est prêt à répondre à vos questions. Bonjour, Bonjour. Alexandre Ekia du concours Avenir. Bonjour Madame Benassi, on est en contact en ce moment ensemble. Et je voudrais profiter de la présence de gens qui peuvent témoigner. Lorsque pour le concours, on évoque en interne ces solutions de passage d'épreuves en ligne, évidemment, il y a les deux freins que vous connaissez par cœur, c'est votre métier, c'est la fraude et le contenu. Et aujourd'hui, les seuls témoignages qu'on arrive à récupérer, un peu comme ceux de M. Wagner, ce sont des personnes qui sont dans des écoles de management. Or, notre spécificité à nous, c'est d'être des écoles d'ingénieurs avec des contenus différents. Je serais curieux, M. Wagner, de savoir si dans vos évaluations, vous permettez à vos étudiants d'utiliser un brouillon pour pouvoir répondre aux questions qui leur sont posées. Parce que vous me voyez venir, c'est la problématique de la surveillance, où j'entends qu'on surveille l'environnement, on surveille les yeux des candidats, j'entends M. de Jaclos parler de son également, etc. Mais quid d'un étudiant qui aurait en permanence un œil sur son écran et un œil sur une feuille à côté, dont on ne maîtrise pas le contenu, en fait. Et quand j'en parle, moi, aux pédagogues, aux responsables sujets de nos épreuves, ils nous disent qu'il n'est pas question pour nous de devoir se contenter de questions intuitives.
pour lesquels on doit répondre sans brouillon. Donc, comment est-ce que vous gérez ce brouillon s'il existe? Et s'il n'existe pas, est-ce qu'il y a, alors, pour d'autres, c'est peut-être plus Monsieur de Jaclos, est-ce qu'il y a une solution qui permet de gérer un brouillon? Alors, je laisse l'expert Testui répondre sur ce sujet, puis je vous dirai comment on pratique sur l'aspect feuille de brouillon, sachant qu'on est en surveillance en salle avec des surveillants. Hein. Donc, on est attentif. Ouais. Voilà. Alors, du coup, pour les cas où on n'est pas en surveillance en salle, donc aujourd'hui, en général, ce qui se passe, c'est que les candidats peuvent être autorisés lors d'un concours à avoir une feuille de brouillon, mais dans ce cas-là, ils vont devoir la montrer à la caméra. Ils ont des instructions claires là-dessus pour qu'on puisse vérifier son contenu, ce qui n'est peut-être pas une approche idéale, mais qui globalement fonctionne raisonnablement bien. Pour information, on réfléchit à la possibilité d'inclure un espèce de brouillon virtuel dans notre logiciel. Parce que notre logiciel est sécurisé, il est en plein écran, l'étudiant ne peut pas en sortir, il ne peut pas introduire de contenu dedans. Donc, du coup, on pourrait lui donner un bloc de texte à saisie libre dans lequel il puisse prendre des notes. Après, je conviens que pour des tests d'ingénieur, cette solution aurait potentiellement le défaut de ne pas permettre, par exemple, de faire des schémas. Donc, ce n'est pas tout à fait équivalent non plus, mais c'est quelque chose à laquelle on réfléchit justement pour ces cas d'usage. D'accord. Bien, merci. C'est effectivement ça. Hein, la problématique pour les écoles d'ingénieurs, c'est effectivement le contenu. Comme vous le dites, les schémas, les formules mathématiques, Oui. et donc l'utilisation de brouillons. On a aujourd'hui, nous, une application qui permet à nos étudiants, à nos candidats, pardon, de s'entraîner à nos épreuves, mais on leur dit en permanence que cette application n'est pas le reflet des épreuves qui vont passer le jour des épreuves, puisque une application mobile, par défaut, par définition, elle est utilisée en situation de mobilité, et que donc on a mis exclusivement dans cette application des questions intuitives, ce qui n'est pas le cas en réalité. Et du coup, on risque de se heurter à la même problématique avec TestWheel. Effectivement, donc on réfléchit à ces sujets. Le fait est que même si on pouvait avoir un système de croquis au sein de TestWheel, donc là, je ne suis pas en train de faire une annonce produit, hein, c'est des pistes de réflexion. C'est pas quelque chose pour lequel on a une date de sortie de prévue, mais on y réfléchit. Après, fatalement, c'est sûr que même un système de croquis par ordinateur à la souris, pas forcément un vrai remplacement en termes d'usabilité pour un papier-crayon quand il s'agit de faire des schémas. Je suis d'accord. Là, malheureusement, vous atteignez un peu la limite du système. Je veux dire, si vous voulez absolument avoir un brouillon papier-crayon, en termes de surveillance, c'est possible jusqu'à un certain point, demander à l'étudiant de montrer en début d'examen qu'il a une feuille blanche devant lui et ainsi de suite. Mais voilà, c'est sûr qu'en termes de risque de fraude, ça introduit un risque. Alors, il ne nous reste plus que 3 minutes. Donc, Monsieur Wagner, si vous voulez répondre rapidement à Monsieur Recchia. Oui, alors, je comprends bien la question et le problème qui est posé, parce qu'on a quand même une école sœur qui s'appelle Les Cils dans l'association. Donc, j'échange souvent avec eux sur ces sujets-là. Moi, je peux vous dire ce que nous vivons. Les étudiants sont en salle, ils sont avec leur PC, et s'ils ont besoin d'une feuille de brouillon, parce qu'effectivement, sur certaines épreuves, ils doivent faire des calculs, entre guillemets, même si c'est pas aussi poussé que dans une école d'ingénieurs, c'est surveillé comme classiquement est surveillé une feuille de brouillon utilisée. Sauf qu'à côté, c'est l'ordinateur pour répondre sur la plateforme via la plateforme TestWheel, alors qu'autrefois, c'était une copie papier. Mais c'est géré de la même façon en présentiel. Voilà. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Alors, il nous reste vraiment 2 minutes. Est-ce qu'on a une dernière question avant que nous nous quittions? Alors moi, je voudrais juste ajouter quelque chose, parce que on a eu l'occasion de le vivre au cours de ces dernières années, c'est que, alors il n'y a pas que TestWheel, il y a Moodle aussi qui le permet, etc. Mais en fait, au moment où on passe les accréditations, quand les auditeurs d'accréditation nous disent « sortez-nous les 3 meilleures copies, les 3 moins bonnes et les 3 moyennes », l'archivage sur TestWheel
permet de sortir immédiatement les copies et l'évaluation, la correction qui est portée par le correcteur de façon assez simple, je dois dire, et ça nous a bien sauvé la mise. Si on avait dû prendre le scaphandre pour aller au Xème sous-sol, chercher les archives de copies pour les présenter aux auditeurs des accréditations, ça aurait été vraiment une autre expérience. Et ça, je crois que on l'a pas forcément en tête lorsqu'on parle de l'examen lui-même et de la conduite d'un examen, mais on est dans un univers avec de plus en plus d'accréditation nationale et internationale, et il faut penser aux éléments de preuve qu'on va pouvoir apporter sur la validation d'acquisition des compétences qu'on peut faire à travers un examen et d'autres formules aussi, mais aussi à travers un examen, parce qu'un examen est par essence même individuel. Donc, c'est une validation des compétences individuelles. Voilà. Juste Merci. peut-être une ouverture en conclusion sur ce sujet. Merci infiniment pour votre témoignage, Monsieur Wagner. Je crois qu'on va être coupé dans quelques secondes. Merci à tous pour votre participation. Et écoutez, n'hésitez pas à nous contacter si vous Merci avez à besoin de vous. plus d'informations. Au revoir. Au revoir, très bonne journée à tous. Merci.